On est à Lyon pour ce troisième Patrimoine Online, émission de la GFI par les CGP pour les CGP chez les CGP. Ce mois-ci, ce n'est pas un mais deux conseillers qui nous ont reçus. Aymeric Legros et Rémi Dubois, associés de DLCP, nous ont ouvert les portes de leur cabinet. Jean-Philippe Masse a interrogé le gérant de Carmignac Émergent, Xavier Ovas, et Mathilde Castagna est partie rencontrer Michel Papalardo, la présidente du comité du label ISR. Patrimoine Online, émission 3 à Lyon, c'est parti. Bonjour Rémi, bonjour Aymeric. Merci de nous accueillir chez vous. Avant de commencer, peut-être quelques mots sur DLCP déjà pour nous présenter votre cabinet. Alors DLCP, donc on est un cabinet en gestion de patrimoine qui a été créé par Aymeric Legros et moi-même Rémi Dubois il y a maintenant 10 ans. D'ailleurs on va fêter nos 10 ans dans 2 mois. On travaille donc principalement sur la région Rhône-Alpes avec Lyon comme siège social. On est une dizaine de collaborateurs. On a 7 conseillers patrimoniaux qui sont majoritairement diplômés de l'OREP à Clermont-Ferrand. Et on accompagne un petit peu plus de 500 familles aujourd'hui. D'accord. Joyeux anniversaire déjà pour vos 10 ans. On passe tout de suite à la première rubrique, les 3 actus du CGP. Rémi, Aymeric, vous aviez carte blanche pour choisir les 3 actus du mois qui vous ont semblé les plus importantes. Et la première, c'est la folle envolée des bourses. Effectivement, c'est une situation qui nous paraît un petit peu paradoxale en fait, parce que c'est vrai qu'on est dans une situation aujourd'hui où on est dans une période d'inflation qui a été rare ces dernières années, donc on se retrouve dans une période un petit peu méconnue. En plus de ça, les banques centrales, du coup, ont augmenté leur taux directeur qui influe d'une manière générale sur les actifs risqués. S'ajoute à ça toutes les tensions géopolitiques qu'on peut avoir à travers le monde aujourd'hui. Logiquement, on devrait avoir un impact sur les valorisations d'entreprises. Oui, donc il y a du mal à comprendre un peu cette situation-là. Si on reprend quelques chiffres, le CAC 40 dépassait les 8000 points pour la première fois de son histoire début mars. L'indice Nikkei a temporairement franchi également le plafond des 40 000 points avant de redescendre et on constate des hausses similaires sur d'autres indices comme le S&P 500, le Nasdaq ou bien encore le DAX 40. Au-delà de cette incompréhension côté investissement, est-ce que pour vous il est déjà trop tard pour se positionner sur les actions ou il est peut-être encore temps de trouver des opportunités ? Alors, c'est une question qui est toujours un petit peu compliquée, mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, au cabinet, on a quand même réduit un petit peu notre poche action, parce que, comme on le disait juste avant, les valorisations sont très élevées. Cependant, il y a quand même des solutions qui existent, comme les investissements progressifs, qui permettent de lisser un petit peu, on va dire, la valorisation des actions dans le temps. Et puis, aujourd'hui, on a la chance d'avoir d'autres classes d'actifs qui sont intéressantes, je pense notamment aux fonds euros, et à la classe obligataire avec la remontée des taux qui redeviennent quand même attractifs. Alors c'est étonnant, vous n'avez pas cité la classe immobilière. C'est justement l'objet de votre deuxième actu. Les inquiétudes qui continuent de peser sur les SCI et notamment les SCPI avec les récentes annonces que l'on a pu avoir de la part de Amundi Immobilier et BNP Paribas. Je crois que c'est vous, Aymeric, qui voulez rebondir là-dessus. Eh ben, en ce qui concerne l'immobilier, effectivement, il y a des baisses qu'on a vues arriver. Et du coup, c'est vrai que c'est impactant parce qu'avec les taux qui vont baisser, mais qui vont baisser progressivement, on sait que l'année, en tout cas nous, nos prévisions sur 2024 ne sont pas forcément extrêmement bonnes, donc on ne voit pas de point d'entrée comme certains confrères peuvent en parler, en tout cas pas maintenant. Et il y a une inertie qui est assez longue, puisque les valorisations pourraient continuer à être impactées, ou alors avoir des résultats, on va dire, flat, faire zéro jusqu'à la fin de l'année. Mais on pense que, comme Rémi le disait, il y a d'autres classes d'actifs qui peuvent être plus intéressantes, et puis qui ont un rapport risque-rendement qui sont plus intéressant aussi. Donc le but, c'est justement d'emmener nos clients, comme on l'a appris à l'OREP, sur des choses qui peuvent soit être sous-valorisées, soit bien valorisées, mais pas survalorisées où on estime qu'il peut y avoir une décote. Au-delà du retournement des marchés immobiliers qui est une crise conjoncturelle, il y a aussi des limites plus structurelles qui ont été démontrées par cette crise de la liquidité du côté des SCPI et des SCI. Il y a notamment ce poids de la présence d'investisseurs institutionnels dans des fonds distribués au grand public. Comment vous appréhendez ce risque-là et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que demain, on pourra toujours continuer à investir dans des SCPI et des SCI sans trop se poser cette question? Est-ce qu'il faut prendre ce risque-là davantage en considération à l'avenir? Pour nous, clairement, il faudra le prendre plus en considération. Ce qui s'est passé nous le montre, nous le prouve.
c'est que quand vous avez un institutionnel qui va mettre des dizaines de millions d'euros dans une SCI qui est ouverte aux particuliers, forcément il peut y avoir un impact qui peut être fort. Et s'il n'y a pas des règles, c'est-à-dire de sortie, de pénalité, de sortie graduelle, quand vous avez quelqu'un, du moins une société, un institutionnel qui sort 50 millions et que derrière il y a des porteurs plus petits qui eux vont avoir 10 000, 30 000 euros sur ces lignes-là, s'ils doivent attendre que les 50 millions déjà soient remboursés, ça peut impacter les valorisations, ça peut impacter différentes choses, plus pour les SCPI aussi en termes de sortie. Et des règles, pourtant il y en a, parce qu'il y a certaines sociétés de gestion qui ont activé des mécanismes de plafonnement de sortie justement pour éviter une crise de la liquidité trop importante. Une des deuxièmes limites auxquelles je pense, c'est le risque de cercle vicieux entre les SCPI et les SCI. Des SCI qui agissent comme des fonds immobiliers qui vont investir dans des SCPI, des fois très massivement, avec deux risques. Le premier, c'est d'être impactées elles-mêmes par les baisses de prix de part des SCPI. Et le deuxième risque, c'est le risque qu'elles font peser sur le marché des SCPI quand elles s'allègent brutalement de plusieurs parts de SCPI. Et ça, on l'a vu l'année dernière. Ça, pareil sur les SCI. Plus concrètement, comment vous pensez appréhender ce produit-là demain ? Alors il y a un point que je n'ai pas cité au début qui est important aussi, c'est que les opportunités qu'on a pu voir avec Rémi et avec les autres personnes de l'équipe, c'est qu'au sein des SCI et des SCPI, les nouvelles SCI et SCPI ont un bon timing pour justement investir, parce que vu que le marché a baissé, il y a des opportunités à créer. Donc ils sont là les points d'entrée finalement dans les nouvelles. À la limite, si on veut parler de points d'entrée, moi je dirais plus ça, je le mettrais plus en avant. Et après, il y a en plus des asset managers, des sociétés d'investissement en immobilier qui gèrent ce domaine depuis longtemps, donc qui ont un savoir-faire sur lesquels on peut s'appuyer. Mais sur les traditionnels, effectivement, sur celles qui ont des capitalisations qui sont très importantes, sans citer de nom, il y en a quelques-unes qui ont fait l'actualité, je pense que c'est plus compliqué de rentrer maintenant. Et pour la troisième actu, décidément, vous aimez bien l'immobilier. Vous vouliez revenir sur l'avertissement de l'AMF concernant les SCPI en démembrement. Effectivement, on a vu passer un article, un rapport de l'AMF qui disait qu'il y avait un certain défaut de conseil de la part de certains CGP dans le cadre de démembrement, d'achat de parts de SCPI en démembrement temporaire. Et alors justement les SCPI en démembrement, concrètement c'est pour qui, c'est pourquoi? Parce que c'était tout le point de l'AMF, c'est-à-dire finalement il y avait eu un défaut de conseil. Donc justement quel conseil on donne et à qui surtout? Aujourd'hui le démembrement de propriété, c'est un partage temporaire entre un usufruitier d'un côté et un nu propriétaire de l'autre. Le nu propriétaire, il est propriétaire des parts de SCPI, mais il ne va pas percevoir de loyer pendant une période donnée. En revanche, il va percevoir, il ne va pas percevoir, mais il va acheter la SCPI décotée, avec un prix de part beaucoup plus attractif que si ça ne l'était en pleine propriété. Donc pas de revenus, mais moins cher. Pas de revenus, mais moins cher, exactement. Ça s'adresse à des personnes qui n'ont pas forcément besoin d'un revenu immédiat, mais qui vont rechercher un revenu futur, comme par exemple des personnes qui ont un objectif de retraite. Ceux qui ont une fiscalité plus élevée, ça peut être intéressant aussi. Ceux qui sont au bord, qui ont déjà une fiscalité lourde et qui du coup… Exactement. D'ailleurs, d'un côté, impôt sur le revenu, puisqu'il n'y a pas de revenu, donc ça peut être intéressant dans ce cadre-là, mais également d'un point de vue IFI, puisque la nue propriété ne rentre pas dans l'enveloppe taxable IFI. Et de l'autre côté, donc, on a l'usufruitier, qui lui va être propriétaire d'un droit en fait temporaire, donc ça peut être les loyers, et ça va plutôt s'adresser, en tout cas nous on le propose plus dans le cadre de personnes morales, comme par exemple l'optimisation de la trésorerie d'entreprise. Eh bien merci messieurs, ce sera tout pour votre petit tour de l'actualité. On passe tout de suite à la rubrique En studio. Jean-Philippe Mas a interrogé le gérant Xavier Ovas pour son fonds Carmignac émergent. On les écoute et on revient. Bonjour Xavier Ovas. Bonjour Jean-Philippe. Vous êtes gérant chez Carmignac Émergent. Je vais vous présenter le concept de cette émission. Sur l'écran, je vais vous projeter plusieurs images et je vais vous demander de répondre à plusieurs questions. Est-ce que vous pouvez nous présenter le fonds Carmignac Émergent ? Oui, alors Carmignac Émergent, c'est un fonds action qui est investi sur les marchés émergents. Voilà, dans le monde entier, tous les marchés émergents, donc beaucoup d'Asie bien sûr, l'Amérique latine, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe de l'Est. Voilà, c'est un fonds qui a été lancé par Carmignac en 1997, qui est un des fonds phares de la maison. Vous savez que l'investissement dans les pays émergents, c'est vraiment dans l'ADN d'Édouard Carmignac et donc de Carmignac Gestion. Deuxième question, pourquoi avoir positionné le fonds qui est un fonds à action émergente, article 9 selon la réglementation SFDR ?
Alors, ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable ou l'ESG en anglais, c'est un concept qui est assez nouveau, assez récent, qui est même assez contesté, et parfois d'ailleurs à juste titre. Donc voilà, mais nous, en fait, sur les marchés émergents, notre philosophie, elle consiste à dire que toutes ces considérations sont plus importantes, beaucoup plus importantes encore dans les pays émergents que dans les pays développés. Parce que les investisseurs ne comprennent pas toujours. Moi, j'ai souvent cette question, mais vous investissez en Chine, en Inde, au Brésil, vous ne pouvez pas parler de ESG. Et moi, je leur réponds, si, au contraire, c'est beaucoup plus important, parce que dans ces pays-là, d'abord, les considérations sociales ont un impact plus visible. Donc si vous investissez dans des business qui sont des business sains, qui vont dans l'éducation, la santé, qui vont permettre à des personnes d'accéder à ces choses-là, c'est quelque chose de très positif. Par ailleurs, la gouvernance d'entreprise est beaucoup plus importante. Il y a beaucoup d'escrocs. Il y en a moins aujourd'hui. Il y a eu des campagnes d'anticorruption très importantes faites notamment au Brésil, en Chine, mais par exemple en Inde, on a eu le scandale Adani l'année dernière qui montre qu'il y a beaucoup d'escroqueries, de fraude comptable. Alors nous, on avait exclu d'ailleurs toutes les boîtes du groupe Adani. On le savait, on avait fait notre travail en amont et on avait déjà repéré qu'il y avait des sujets de gouvernance. Voilà, donc en fait, c'est beaucoup plus important. On ne peut pas être un bon gérant émergent, selon moi, si on n'attache pas beaucoup d'importance à ces sujets-là. Comment le contexte géopolitique a impacté votre politique de gestion? Alors, c'est une très bonne question. Pardon, je dirais jusqu'environ 2018, la plupart des gérants émergents, et moi-même, d'ailleurs moi le premier, on disait souvent non, mais c'est fini ces histoires de pays, maintenant il faut bien comprendre les thématiques sectorielles, est-ce qu'on achète les matières premières, la tech, l'intelligence artificielle, etc. Les thématiques pays sont un petit peu dépassées. Et c'est vrai qu'on voyait que Alibaba en Chine avait une performance qui était similaire à Amazon aux États-Unis ou Mercado Libre en Amérique latine. Il y avait des corrélations un peu thématiques et sectorielles. Depuis 2018, c'est très important de bien comprendre la géopolitique. Pourquoi? Parce qu'il y a des business qui sont très 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 solides. Alibaba, il gagne 25 milliards de dollars par an, mais dont les valorisations sont très faibles en bourse, tout simplement à cause des problèmes géopolitiques. Donc déjà la Russie a disparu de l'univers d'investissement. Bon, donc ça c'est une chose, un grand pays qui a disparu complètement. Mais même on voit aujourd'hui la Chine, on ne peut pas avoir trop de Chine aujourd'hui dans un fonds, tout simplement parce que demain l'administration américaine peut sortir une loi qui va pénaliser fortement les actions chinoises et vous ne pourrez rien y faire. Elles sont toutes très corrélées entre elles, donc vous aurez un risque trop important sur votre portefeuille. Et réciproquement d'ailleurs, j'ai certains confrères qui, eux, disent nous, on n'investit pas du tout en Chine, mais c'est catastrophique aussi, parce que si vous n'investissez pas du tout en Chine et que vous avez un très fort rallye du marché chinois, vous allez être dans les derniers du classement. Voilà, donc la construction de portefeuille, la notion de risque pays et revenu, et dans les deux sens aussi, parce qu'il y a des pays qui sont des vainqueurs, entre guillemets, relatifs de ces nouvelles tensions géopolitiques. D'ailleurs, sur la Chine, quel est votre regard sur le pays? Avec la fin de la politique zéro Covid, on pensait que les entreprises chinoises allaient en profiter. Au final, les performances sont décevantes. Quel est votre regard sur ces sujets-là? Le marché chinois a très très mal performé. C'est le pays dont la performance du marché action est la moins corrélée avec la croissance économique. Et en fait, il y a plusieurs raisons à cela. La crise immobilière est très importante. Et nous, on le dit depuis des années, cette crise, elle n'a pas vraiment de solution. Puisque vous savez, ils ont trop construit dans le passé, les stocks d'invendus sont absolument gigantesques. Et la population diminue avec un taux de fécondité qui, en plus, est en train de s'effondrer. Depuis 2020, le nombre de bébés en Chine est passé de 16 millions par an à 10 millions par an. Donc, de toute manière, il n'y a pas vraiment de solution pour la crise immobilière. Ce qui veut dire qu'en fait, la croissance potentielle du pays, aujourd'hui, elle n'est plus qu'à 3-4%. Avec une baisse de la population, et ça veut dire qu'il y a au moins 4% de gains de productivité par an, ce qui est une hypothèse plutôt favorable. Voilà. Après, nous, on investit quand même en Chine, et on a des très bons résultats en Chine, notamment grâce à ma co-gérante, Ayan Li, qui nous permet en fait d'avoir des très bons résultats sur la partie Chine de notre portefeuille. Il y a plein de secteurs en fait qui d'abord n'ont aucune corrélation avec l'immobilier, dans lesquels il y a des entrepreneurs d'un très bon niveau qui innovent dans la tech, dans la conso, dans la pharma.
Donc voilà, alors en fait la Chine c'est plus difficile, mais il faut continuer à en faire et il faut bien le faire. Au vu du contexte macroéconomique et géopolitique, selon vous, quelles nations aujourd'hui tirent leur épingle du jeu? Alors là vous avez mis sur cette image votre loupe sur le Kazakhstan. Je ne sais pas si vous avez fait exprès ou pas, mais c'est une anecdote parce qu'on investit, on a une position dans Carmignac Émergent au Kazakhstan qui est effectivement le grand vainqueur dans la région. Puisqu'ils ont de l'uranium, ils ont 50% de la production d'uranium et depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine, le prix de l'uranium a flambé. Ils ont également beaucoup de pétrole et puis ils sont protégés par la Russie et aussi par les États-Unis puisque ce sont des entreprises américaines qui développent les champs pétroliers. Donc ça c'est un exemple qui montre, mais c'est anecdotique bien sûr, le Kazakhstan ce sera jamais plus de 3% de notre portefeuille. Mais en revanche il y a des pays, les gros pays qui sont des vainqueurs, en relatif bien sûr, de cette nouvelle donne géopolitique, l'Inde et toute l'Asie du Sud-Est de manière générale, puisque les entreprises aujourd'hui n'investissent plus en Chine, tout simplement parce que les Américains mettent de plus en plus de restrictions et de tarifs contre les importations en provenance de Chine. L'Inde, c'est un pays qu'on aime beaucoup, il y a 7,5% de croissance, Modi a une politique qui est très pro-marché, ils protègent les entreprises, ils investissent énormément. Donc on a une grosse partie de notre portefeuille qui est en Inde et Asie du Sud-Est. Et puis il y a le Mexique aussi. Le Mexique est le grand vainqueur des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine. Pourquoi? Parce que que ce soit le MAGA de Trump, le Build Back Better de Biden ou l'Inflation Reduction Act de Biden, en fait toutes les lois économiques en provenance des États-Unis ont le même objectif qui est de rapatrier l'outil industriel aux États-Unis ou en Amérique du Nord. Le Mexique ayant un accord de libre-échange avec les États-Unis et le Canada est le grand bénéficiaire. Donc on voit l'investissement au Mexique qui, depuis 2-3 ans, augmente de plus de 20% par an. Voilà, donc vous voyez, il y a des pays qui s'en sortent très bien. Merci Xavier Auas. Merci à vous. Alors messieurs, tout à l'heure on a parlé des actions et de l'envolée des bourses, plus spécifiquement votre position aujourd'hui sur les actions émergentes. Alors les actions émergentes, on a 2 fonds qui sont investis pour nos clients. Elles mettent un peu plus de temps à rebondir, en tout cas fortement, par rapport à des actions tech ou intelligence artificielle. Et personnellement, je pense que ça va se faire, peut-être sur court terme, sur moyen terme. Mais après, ce qui est compliqué, c'est que par exemple, la Chine a justement une croissance qui n'est pas aussi élevée que ce qu'on aimerait. Et ça impacte très fortement les pays émergents, puisque c'est le premier exportateur sur beaucoup de pays émergents. Donc il y a sûrement des pays comme l'Argentine, comme Taïwan, qui pourraient rebondir plus vite. Mais certains pays d'Afrique, la Thaïlande, peut-être vont mettre un petit peu plus de temps par rapport à tout ça. Merci messieurs. Vous le savez, normalement c'est le moment de l'émission où j'introduis Jean-François Tardiveau, mais ce mois-ci ce n'est pas lui qui était en déplacement, c'était Mathilde Castagna, journaliste pour la GFI Patrimoine. Elle est partie rencontrer Michel Papalardo, la présidente du label ISR. Elles ont parlé de la nouvelle version du label qui est entrée en vigueur le 1er mars dernier et qui exclut notamment les entreprises investies dans les énergies fossiles. On les écoute et on revient. Le label ISR a récemment subi une refonte complète de ses critères. Alors que le marché s'est plutôt concentré sur l'exclusion des énergies fossiles, cette refonte implique également des changements radicaux. Alors concrètement, quel va être l'impact sur le marché, mais surtout comment les CGP vont-ils s'adapter à ces changements? On en parle tout de suite avec Michel Papalardo, la présidente du comité du label ISR. Suivez-moi. Michel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, à Avec Issy-les-Moulineaux. Sous la pluie. Sous la pluie. On était censés se rencontrer, discuter en marchant, mais finalement on est chez vous. Merci de nous accueillir. Alors on est là pour discuter du label ISR, mais avant ça, est-ce que pour les CGP, vous ne voulez pas nous rappeler aussi la différence entre le label ISR, Greenfin et Finansol, maintenant appelé label Fer? Avec plaisir. Le label ISR, c'est le plus large en fait. C'est un label généraliste, c'est-à-dire que tout type de fonds en fait peut venir demander le label. C'est
très très large et donc on cherche à accompagner à travers les fonds les entreprises qui ont des démarches ESG, des démarches de durabilité les plus exigeantes possibles, puisque plus on va, plus on essaie d'être exigeant. Alors que le label Greenfin, c'est un label qui est déjà un peu plus à impact, on va dire, c'est-à-dire que les entreprises qui sont dans les fonds sont déjà des entreprises qui ont plus qu'une démarche de transition écologique, ils ont un objet qui est de participer à la transition écologique, par exemple les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique ou le traitement de l'eau, enfin des choses de ce genre-là. Et chez FAIRE, en fait, une grosse partie des entreprises qui sont dans les fonds de FAIRE sont finalement des entreprises du même type que celles qui sont dans les fonds ISR. Simplement, FAIRE rajoute une exigence spécifique, c'est qu'au moins 10% des fonds doivent être investis dans des entreprises sociales et solidaires. D'accord. Voilà, donc là, des entreprises bien spécifiques. Donc vous voyez, nous, c'est très large. Tout le monde peut essayer de venir, à condition de faire des efforts. Ce n'est pas le cas des deux autres. Il y a eu une refonte récemment. Vous avez exclu les entreprises impliquées dans les énergies fossiles. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres changements à souligner selon vous, pas seulement cette exclusion ? Oui, il y a beaucoup d'autres choses, comme je le dis depuis longtemps, d'importantes en fait dans ce qu'on essaye de faire. On a essayé d'avoir un label plus exigeant. En fait, le label daté de 2016, il n'avait pas été changé depuis cette époque-là. 2016, en matière de finances durables, c'est vraiment la préhistoire. On a beaucoup progressé. Donc à l'époque, on faisait surtout un effort de transparence. Et aujourd'hui, on veut avoir plus un effort quasiment de résultat, en fait, sur les démarches. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on a mis des exclusions alors qu'il n'y en avait pas jusqu'à présent. Pas que en matière d'énergie, on a aussi exclu le tabac, on a aussi exclu les entreprises qui ne respectent pas un certain nombre de textes en matière de droit social, de droit humain, ou qui sont dans des paradis fiscaux, etc. Vous voyez. Mais surtout, on a serré les boulons, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire en sorte que le référentiel soit beaucoup plus précis, et on est beaucoup plus exigeant, par exemple, sur le principe de base, finalement, le début de tout en matière de label ISR, qui consiste à enlever dans les fonds les entreprises qui sont les moins bien notées. Jusqu'à présent, on en a enlevé 20%, maintenant on doit en enlever 30%. Voilà, ça parle, c'est simple, mais c'est pas le plus compliqué, parce que derrière, on a aussi précisé les exigences en matière de vote, en matière d'engagement actionnarial des fonds, et puis comme de double matérialité, enfin bon, sur beaucoup de sujets, on a ajouté, alors les sociétés de gestion vous diront, on a ajouté des contraintes, c'est pas faux, mais l'objectif, c'est qu'on on puisse donner une plus grande confiance dans les fonds qui sont aujourd'hui, qui vont être, parce qu'ils ne le sont pas encore, ils vont être labellisés pour les nouveaux à partir du 1er mars et pour les anciens qui sont déjà labellisés à partir du 1er janvier 2025. Ils devront être en ligne. En parlant des fonds labellisés, je voulais vous faire réagir quand même sur un chiffre. Je cite une étude de Morningstar. Parmi les fonds labellisés ISR aujourd'hui, il y a environ 45% d'entre eux qui sont impliqués au sein du secteur du gaz et du pétrole. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut s'en inquiéter parce que potentiellement, ces 45% ne seront plus labellisés dans quelques mois? Enfin, moi, ça ne m'inquiète pas du tout, en fait, clairement. Bon, d'abord, il y a un premier point, c'est que probablement qu'on va perdre quelques fonds labellisés, ça c'est très possible puisqu'on augmente l'exigence, on espère donc entraîner la plus grande partie des fonds, et aujourd'hui je sais que les sociétés de gestion travaillent beaucoup là-dessus, donc pour se mettre en phase avec le référentiel version 3, mais c'est pas le sujet des exclusions qui leur pose le plus de problèmes, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a dans les fonds qui sont déjà labellisés, effectivement, une trentaine de pourcents qui sont vraiment sur les fossiles, mais c'est des petits pourcentages, au bout du compte, puisque au total, dans la capitalisation boursière des fonds labellisés, ça représente moins de 1% de leur capitalisation. Le sujet le plus compliqué, c'est toutes les autres exigences qu'on a mises, et sur lesquelles,
les sociétés de gestion sont aujourd'hui en train de se positionner parce qu'il faut qu'elles revoient leur portefeuille, qu'elles revoient leur méthode, qu'elles donnent beaucoup plus d'explications, elles vont être beaucoup plus précises sur un certain nombre de sujets. On a commencé aussi à mettre des exigences sur les plans de transition, par exemple, transition écologique pour certaines entreprises qui sont dans certains fonds, etc. Donc tout ça, c'est nouveau. Est-ce que vous pouvez nous rappeler juste la méthode que vous utilisez pour la labellisation des fonds ? Vous revoyez les fonds une fois par an ? Exactement. La labellisation se fait tous les 3 ans. Donc la labellisation de fonds, on regarde tout du début jusqu'à la fin. Mais tous les ans, les certificateurs revoient les fonds pour vérifier qu'il n'y a pas d'écart majeur entre ce qui a été labellisé et ce qui est fait au bout d'1 an ou de 2 ans. Bon, après la 3e année, on recommence. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du 1er janvier 2025, les fonds qui vont repasser là, cet anniversaire de revoyure sans être de nouveau labellisés juste parce que c'est le 1er ou le 2e anniversaire, vont être vus avec la version 3. Donc ça va être un peu plus que la revoyure de d'habitude. Il va falloir qu'ils aient fait effectivement ces évolutions. Et à partir du 1er janvier 2025, normalement, ils devraient tous être en phase avec la nouvelle version. Donc effectivement, les exclusions faites, mais aussi toutes les autres évolutions qui sont prévues dans le nouveau référentiel. C'est noté. Merci beaucoup, Michel. Merci bien. Merci. Messieurs, du coup, parmi tous ces labels, comment aujourd'hui vous vous en sortez ? Eh ben, pour être transparent, en fait, au sein du cabinet, on tient un fichier. Je pense que le label qu'on a le plus de représenté, c'est ISR, par rapport à ce que disait Madame Papalardo, puisqu'après, il y a des spécificités dans les autres. Et ce qui est justement complexe pour nous, que ce soit ces 3 labels ou encore d'autres, c'est que ça a beau pousser au niveau européen pour que justement ce soit uniformisé. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et du coup, je pense que c'est une très bonne chose qu'ils sortent par exemple les énergies fossiles, parce qu'on a des clients qui nous faisaient remonter. S'il y a du total, même s'il y a qu'1%, c'est gênant par principe. Du coup, ce qui est complexe pour nous, c'est d'avoir justement les niveaux d'engagement. C'est pour ça qu'on peut être plus sur des fonds à impact, comme l'article 9 et pas l'article 8. De la réglementation SFDR. Exactement. Parce que sur l'article 8, au final, c'est pas un engagement, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire, même si c'est dur de se projeter, même pour les asset managers, on le comprend. Donc du coup, les fonds à impact pour des personnes qui sont touchées par ça, et nous on le fait depuis l'ouverture du cabinet, mais effectivement ce côté réglementation qui s'est durcie nous aide, mais en même temps nous complexifie la chose. Il faut pousser à ce que ça s'améliore pour la transparence, pour les explications qu'on peut donner. Et cette question de la transparence, elle est d'autant plus importante que cela fait maintenant un peu plus d'1 an, depuis le 1er janvier 2023, que les conseillères et les conseillers doivent prendre en compte les critères de durabilité de leurs clients pour les transposer en termes d'allocation. Comment vous vous en sortez ? Quel est le bilan au bout d'1 an et quelques ? Et toujours dans ce domaine complexe, ce qui est sympa, c'est que par exemple, des incidences négatives, quand les fonds nous ont fait remonter les bonnes informations, on arrive à trouver les informations. Quand on a un client qui nous dit « je veux 5, je veux 25%, je veux 50% d'environnement » ou des fonds qui font extrêmement attention, quand vous êtes sur le traitement de l'eau, c'est assez parlant. Quand vous êtes sur des fonds comme le climat, comme la transition écologique, ça l'est aussi. Par contre, il y a des fonds où le pourcentage va être dur à déterminer, et pour nous, et pour les asset managers, encore une fois, quand vous avez 60, 90 lignes d'entreprises différentes, même si la thématique se rejoint, je pense que pour eux, ça doit être très dur de compacter tout ça, d'avoir toutes les informations et de les faire remonter régulièrement. Ouais, je rajouterais que pour nous, c'est vrai qu'on peut parfois avoir une sorte de paradoxe en fait, entre la volonté de bien faire dans la démarche ISR et la volonté de notre client répondre à leurs exigences en matière de durabilité, mais qui peut venir parfois s'opposer au profil investisseur du client, notamment sur la notion de risque, où aujourd'hui on estime qu'on n'est pas encore assez doté d'outils en fait, qui nous permettraient de proposer des bonnes solutions variées, notamment qui pourraient faire le parallèle entre la durabilité et la notion de risque. C'est vrai que souvent, la notion de durabilité, en tout cas dans les placements financiers, on va retrouver un petit peu plus de risque derrière. Donc si on a un client prudent qui souhaite vraiment beaucoup de durabilité, c'est un petit peu plus compliqué en tout cas aujourd'hui de proposer des choses. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. C'est tout pour nous. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre cabinet. À très bientôt. Avec plaisir. Merci Gaëtan. Au revoir.
Et avant de se quitter, n'oubliez pas, on se retrouve le 2 avril prochain à Paris pour le salon Private Equity France et le 23 avril également pour le forum de la gestion privée. D'ici là, pour suivre toute l'actualité de la gestion de patrimoine, ça se passe sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Patrimoine Online.